Il y a des nouvelles qui traversent de l'espace médiatique comme une onde de choc sans prévenir, laissant derrière elles une traînée de silence, de stupeur et de tristesse. Le jeudi 10 juillet 2025, en début de matinée, le monde du spectacle français s'est figé à l'annonce d'une tragédie. La mort de l'humoriste Boone Haymin, survenue dans des circonstances aussi accidentelles que dramatiques. Il n'avait que 43 ans. L'artiste, également connu sous le nom de Le Chinois Marrant, s'est éteint après une chute du 8e étage de son immeuble. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait tenté de récupérer son téléphone portable, tombé dans une gouttière sur son balcon. Ce geste banal, que n'importe qui aurait pu faire, a soudainement basculé dans l'irréversible. La nouvelle a fait l'effet d'un séisme dans la communauté artistique, notamment chez ses confrères humoristes. À peine l'information confirmée, Jean-Luc Lemoyne, Boudère, Jérémy Ferrari, mais aussi d'innombrables anonymes et fans bouleversés ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer leur douleur, leur incompréhension, leur affection pour cet artiste pas comme les autres. À travers ces réactions, une évidence s'impose. Boone Haymin n'était pas seulement un comédien, c'était une voix, une présence, une lumière. Boone Haymin avait un style bien à lui. Sa silhouette reconnaissable, sa diction percutante, son rire communicatif et surtout son humour engagé lui avaient forgé une identité artistique unique sur la scène française. Avec une verve tranchante mais toujours empreinte de tendresse, il s'amusait des clichés, les retournait, les déconstruisait. Il dénonçait les injustices, les discriminations, les absurdités du monde contemporain avec une intelligence rare, mêlant profondeur du propos et légèreté apparente. Son surnom, le Chinois Marrant, qu'il revendiquait et détournait avec malice, était tout un manifeste. Celui d'un homme libre, refusant d'être assigné à une identité ou une caricature. Mais derrière l'humour, il y avait aussi l'homme. Et ces derniers émois n'avaient pas été simples. Boone Haymin avait souffert de problèmes de santé sérieux, dont peu de détails avaient filtré dans les médias. On sait néanmoins qu'il avait été hospitalisé à La Réunion, alors qu'il devait s'y produire lors d'un spectacle. Il s'était alors retiré temporairement de la scène, dans un silence pudique qui trahissait peut-être déjà un mal plus profond, ou du moins une fatigue que peu soupçonnait. Pourtant, fidèle à lui-même, il avait refusé de s'apitoyer et après quelques mois de convalescence avait repris la scène avec courage et énergie. Ces dernières semaines, il semblait avoir retrouvé son allant. Il remontait sur scène, se produisait à nouveau avec fougue et émotion. Ce week-end, il devait jouer à Montréal dans le cadre d'un nouveau spectacle attendu, preuve que sa carrière était relancée et que sa détermination restait intacte. Le sort en a décidé autrement. Le rideau est tombé, sans rappel possible. Derrière l'accident, c'est toute une génération d'humoristes qui perd l'un des siens. Mais pas seulement, car Boone Haymin représentait bien plus qu'un collègue pour nombre de ses pairs. Il incarnait une forme de courage artistique, une manière de tenir tête au conformisme, d'assumer ses blessures, ses colères, ses origines et son histoire avec lucidité et panache. Il portait une parole rare, celle d'un homme à la double culture, conscient des clichés auxquels il faisait face, mais assez fort pour les désamorcer avec humour et finesse. Les hommages affluent, tous empreints d'émotion. Certains évoquent un artiste à fleur de peau, d'autres parlent d'un ami fidèle, d'un homme drôle, même dans l'intimité, parfois mélancolique, mais toujours animé par une envie de comprendre et de faire comprendre. C'est peut-être cela, le cœur de l'héritage de Boone Haymin, avoir su transformer ses douleurs personnelles en matière artistique sans jamais verser dans le cynisme ni la facilité. D'une disparition encore difficile à croire, ce que l'on retient avant tout, c'est ce paradoxe cruel. Celui d'un homme qui venait de retrouver la scène, qui avait encore tant à dire, tant à jouer, et qui s'éteint sur un geste anodin. Un homme dont le rire portait plus loin que la scène, et dont le silence désormais pèse plus fort que 1000 mots. Il y a parfois dans le silence une force plus puissante que les mots. Lorsque la mort de Boone Haymin a été annoncée, Jamel Debbouze, l'un des piliers de l'humour français et véritable parrain de l'artiste disparu, a choisi de garder le silence pendant près de 2 jours, un silence lourd, respectueux, presque sacré. Car au-delà du chagrin collectif qui s'est emparé de la communauté humoristique, c'est une douleur intime, viscérale que Jamel a traversée. La disparition de Boone Haymin ne représentait pas seulement la perte d'un talent qu'il avait aidé à faire éclore, elle représentait la perte d'un frère. Quand enfin il s'est exprimé, le vendredi 12 juillet au soir, c'est sur Instagram qu'il a choisi de publier ces mots. Et ce qu'il a livré ce jour-là n'était pas un simple hommage public, mais un véritable cri du cœur, une déclaration d'amour fraternel empreinte de tristesse, de respect et de souvenirs partagés. Le cœur trop lourd, écrivait-il en ouverture, une phrase courte mais terriblement évocatrice.
Car comment trouver les mots justes quand on perd l'un des êtres les plus chers à son parcours, à sa mémoire, à sa sensibilité artistique? Dans ce long message poignant, Jamel revient sur les moments de complicité, les discussions animées et profondes qu'ils ont partagées, sur la manière unique qu'avait Bun Haymin de regarder le monde, avec douceur, lucidité, colère et humour. Il évoque notamment un souvenir marquant, presque sacré dans sa mémoire, le passage de Bun Haymin au Marrakech du Rire, festival qu'il produit depuis plus d'une décennie. Ce soir-là, rappelle-t-il, le comédien avait littéralement fait vibrer les murs du palais Badi, à Marrakech. Ce fut une performance magistrale, émotive, sincère, où le rire flirtait avec les larmes, où la vérité côtoyait la folie douce. « Tu as réussi à finir ton passage avec une fulgurance dont je me souviendrai toute ma vie », écrit Jamel comme s'il voulait figer ce moment dans le marbre du souvenir, comme pour conjurer l'absence. Ce témoignage bouleversant est plus qu'un hommage, c'est la preuve d'un lien filial profond entre deux artistes liés par bien plus que la scène. Jamel Debbouze ne s'est jamais contenté d'être un producteur ou un mentor. Il a toujours eu ce regard bienveillant et exigeant, ce don pour détecter les voix marginales, puissantes, celles qui, comme lui, venaient de l'autre côté du périphérique, des marges sociales et culturelles et qui portaient avec elles des vérités souvent tues. Bun Haymin était de ceux-là. Et Jamel, en le voyant se produire pour la première fois, avait tout de suite reconnu cette urgence de dire, cette colère maîtrisée, ce verbe affûté et ce besoin presque vital d'arracher des rires à la douleur. Le deuil que traverse Jamel Debbouze est d'autant plus profond qu'il n'est pas isolé. Moins de 2 ans auparavant, c'est Wahid Bouzidi, un autre humoriste proche, qui s'éteignait. Une perte douloureuse qui avait déjà laissé une empreinte indélébile dans le cœur de Jamel. La mort de Bun Haymin réveille forcément les fantômes du passé. L'amertume de voir partir ceux avec qui on a ri, pleuré, espéré, construit. Le cercle se rétrécit. Le monde du rire semble plus sombre, plus fragile, plus nu. À travers ce message intime, Jamel Debbouze dit aussi beaucoup de choses sur le rôle de l'artiste aujourd'hui. Il célèbre un homme brillant, libre, entier, mais surtout doté d'une immense pudeur et d'un cœur gigantesque. Une manière de rappeler que derrière les projecteurs, derrière le masque du clown, se cache souvent une sensibilité à fleur de peau. Un équilibre précaire entre lumière et obscurité. C'est peut-être cette lucidité douloureuse qui rendait Bun Haymin si percutant sur scène. Et c'est cette humanité brute que Jamel pleure aujourd'hui, comme un frère qu'il n'a pas seulement connu, mais qu'il a compris au plus profond de son être. Le message de Jamel a suscité une avalanche de réactions. Des célébrités, des artistes, des anonymes ont commenté, partagé, relayé ces mots. Parmi eux, Ryan Bensetti, Mouloud Achour, Camélia Jordana, Michel Denisot et bien d'autres encore, tous saluent la puissance de l'hommage, la sincérité du deuil et l'ampleur de la perte. Dans cette chaîne de solidarité, on ressent une communauté blessée, mais soudée. Un monde où les rires partagés n'effacent pas les larmes, mais les rendent plus supportables. Car c'est cela, au fond, que Jamel nous rappelle à travers son témoignage. Le rire est un acte de survie, mais aussi un acte d'amour. Et lorsqu'un frère de scène s'en va, c'est un morceau de soi qui s'effondre. Mais c'est aussi la promesse de ne jamais l'oublier, de continuer à porter sa parole, son message, son éclat. S'il est une chose que tous les hommages à Bun Haymin ont en commun, c'est bien cette conviction partagée. Il n'y avait personne comme lui. Dans le paysage humoristique français, il représentait une exception, un électron libre, un créateur de rupture. À travers ses spectacles, ses interventions médiatiques, ses silences parfois éloquents et ses élans de sincérité, Bun Haymin imposait une voix inclassable, à la fois ironique, tendre, acide et terriblement lucide. Il se moquait de tout, mais surtout de lui-même. Il questionnait l'identité, mais refusait les appartenances rigides. Il riait du monde, mais avec la tristesse profonde de ceux qui le comprennent trop bien. D'origine chinoise, né en France, Bun Haymin a toujours navigué entre plusieurs cultures, plusieurs mondes, plusieurs langages. Et c'est sans doute cette complexité identitaire qui a nourri sa force comique. Il n'était pas un simple comédien d'ethnicité. Il était un artiste de fracture, un observateur affûté des non-dits de la société française, un traducteur des malaises en collectif qu'il transformait en éclats de rire. Mais un rire qui grince, un rire qui gratte, un rire qui interroge. Dans ses sketchs, il jouait avec les clichés, les retournait comme des armes, les dynamitait en pleine scène, mais sans jamais sombrer dans la facilité. Au lieu de dénoncer frontalement, il déjouait. Au lieu de moraliser, il déstabilisait. À travers son surnom volontairement provocateur, le chinois marrant, il désamorçait dès le départ les éventuelles attaques, s'en emparait pour mieux les retourner. Ce n'était pas un gimmick marketing, mais une stratégie de survie artistique. Une manière d'ouvrir un espace d'expression dans un monde qui, souvent, lui renvoyait des regards figés, réduits, stéréotypés. Ce positionnement courageux lui valait autant l'admiration que l'inconfort. Certains ne savaient pas comment le catégoriser.
Était-il un humoriste militant, un comique de la diversité, un agitateur social? La vérité, c'est qu'il était tout cela à la fois, et bien plus encore. Il était un être libre, profondément libre, et cette liberté absolue, il la payait parfois d'une certaine solitude. Car être inclassable, dans un monde qui aime les étiquettes, c'est souvent être seul contre tous. Mais cette solitude, Bon Hai-min l'assumait avec panache. Il l'emplissait de sens, de mots, de poésie, car derrière le comique, il y avait le penseur, le conteur, le poète. Il avait une manière unique de poser les mots, de travailler les silences, de ralentir le rythme d'un sketch pour y glisser une larme, un cri, une colère. Son humour n'était pas seulement écrit, il était incarné, et c'est cela qui frappait le spectateur. Il ne sortait jamais d'un spectacle de Bon Hai-min indemne. Il en sortait plus vivant, plus éveillé, plus bouleversé. Ce n'est donc pas un hasard si ses collègues humoristes, au-delà des rires, évoquent aujourd'hui son immense sensibilité. Une vraie pudeur, disait Jamel Debbouze, une sensibilité immense et un cœur énorme. Cette sensibilité, il la portait à fleur de peau, dans ses silences entre deux blagues, dans ses respirations hésitantes, dans ses regards vers le public. Elle transparaissait aussi dans son écriture, dans sa manière de construire un spectacle comme une exploration intime, un journal de bord d'un homme en quête de sens. Et même dans les périodes les plus sombres de sa vie, Bon Hai-min a toujours choisi la scène comme refuge. Quand il est tombé malade, qu'il a dû être hospitalisé, il n'a jamais communiqué dans la plainte. Il a gardé pour lui ses souffrances et a préféré revenir avec un spectacle encore plus dense, encore plus profond. Le rire était son langage de survie et il ne l'a jamais trahi. Jusqu'au dernier moment, il préparait ses prochaines dates, réécrivait ses textes, peaufinait ses enchaînements. C'est cette rage de vivre qui force aujourd'hui le respect de tous. Sa disparition, aussi soudaine qu'absurde, laisse derrière elle une impression de gâchis, certes, mais surtout une immense gratitude. Gratitude pour ses mots, pour ses spectacles, pour sa force tranquille. Gratitude pour avoir osé être lui-même dans un monde qui exige sans cesse de se conformer. Gratitude pour avoir rappelé, à travers chaque sketch, que le rire n'est jamais neutre, qu'il peut être un acte politique, une déclaration d'amour, une bouée de secours. Aujourd'hui, les vidéos de ces spectacles tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Ces punchlines sont partagées, commentées, redécouvertes. Et dans cette mémoire collective qui s'active, Bon Hai-min devient peu à peu ce qu'il n'a jamais cherché à être. Une figure tutélaire de l'humour libre, un modèle d'authenticité, un symbole de résistance par le rire. Quand un artiste meurt, ce sont ses proches qui pleurent, ses collègues qui témoignent, ses fans qui s'effondrent, mais c'est toute une société qui perd un regard, un angle, une voix, une respiration. Avec la disparition de Bon Hai-min, ce n'est pas seulement un humoriste qui s'en va, mais un passeur d'idées, un perturbateur nécessaire, un accoucheur de vérité. Et si l'émotion collective est aussi vive, c'est bien parce que ce qu'il représentait allait au-delà du simple divertissement. Dans une époque souvent saturée d'images, de polémiques éclairs, de jugements binaires, Bon Hai-min incarnait l'intelligence du doute, la subtilité dans le propos et une forme rare de résistance joyeuse. Il ne criait pas, il n'invectivait pas. Il soulevait, questionnait, creusait. Et c'est ce qui faisait toute la richesse de son humour. C'est aussi pourquoi sa mort provoque un vide que nul ne sait comment remplir. L'artiste préparait de nouvelles dates. Il venait de finaliser un sketch inédit. Il échangeait encore avec ses proches collaborateurs sur de futurs projets, notamment une série humoristique abordant les clichés dans le monde du travail. Ses idées fourmillaient, sa pensée était en mouvement. Et pourtant, en un instant, tout s'est arrêté, comme un rideau tiré trop tôt, sans applaudissements. Pourtant, les échos de sa voix résonnent encore et ne demandent qu'à être entendus plus fort que jamais. Depuis l'annonce de sa disparition, les plateformes de streaming ont vu une envolée de visionnage de ses anciens spectacles. Sur YouTube, ses sketchs explosent les vues. Les réseaux sociaux se transforment en murs d'hommage où chacun partage un souvenir, une réplique, une émotion. Ce regain posthume, aussi émouvant que cruel, révèle une évidence. Bon Hai-min manquera à son temps, et peut-être même plus encore à celui qui vient. Son œuvre devient désormais patrimoine collectif, et sa mémoire une responsabilité partagée. Il faut la faire vivre, la protéger, l'enseigner, car dans son rire, il y avait des leçons sur l'identité, sur l'altérité, sur la société. Il parlait de racisme sans haine, de migration sans misérabilisme, de politique sans dogmatisme. Il montrait que l'humour pouvait être un pont, pas un mur, une main tendue, pas un doigt pointé. Il serait trop facile de le réduire à un humoriste de la diversité, comme certains le feront peut-être. Bon Hai-min était bien plus. Il était un homme debout, fragile mais tenace, tendre mais acéré, drôle mais sérieux. Il était un citoyen du monde engagé sans jamais se revendiquer militant, sincère sans jamais tomber dans la posture. Son plus grand combat, peut-être, était celui
contre les assignations, contre l'obligation de devoir représenter, parler au nom d'eux. Il ne parlait qu'en son nom, et cela suffisait à faire résonner celui des autres. Son départ laisse ses proches dans un chagrin profond. Jamel Debbouze, son mentor, l'a dit avec des mots d'une bouleversante justesse « Tu me manques déjà. Comme beaucoup, je perds un vrai frère. » Et à travers cette formule, on comprend que la scène française vient de perdre un maillon essentiel. Un frère dans le rire, dans la lutte, dans la poésie. Une absence douloureuse qui s'ajoute à d'autres, comme celle de Wahid Bouzidi, et qui laisse l'impression amère d'une génération fauchée trop tôt. Mais au milieu de cette tristesse, il y a une lumière, l'héritage. Bunheimin a laissé des traces, des enregistrements, des textes, des interviews, mais surtout des consciences éveillées. Des jeunes humoristes qui le citèrent déjà comme modèle, des spectateurs qui, grâce à lui, ont ri d'eux-mêmes sans honte, des esprits qui ont appris que le rire n'était pas qu'une échappatoire, mais aussi une façon de mieux habiter le réel. Ce sont ces graines-là qu'il nous laisse, à nous désormais de les faire pousser, de continuer à rire autrement, plus fort, plus librement, de défendre cet humour qui questionne, qui chatouille, là où ça fait mal, mais qui console aussi quelque part. Et peut-être, pour lui rendre hommage, faudra-t-il se souvenir de cette scène au Marrakech du rire, où, les larmes aux yeux, il avait terminé son passage sur une réplique aussi puissante que tendre. On est tous un peu étrangers à quelqu'un. Et pourtant, on rit ensemble. Ça veut dire qu'on se comprend, non? Oui, Bun, on te comprenait et on ne t'oubliera pas. La mort de Bunheimin laisse un vide immense. Un vide sur scène, dans les coulisses, dans les cœurs. Mais derrière le choc, derrière l'injustice de cette disparition soudaine, subsiste une certitude. Son rire, ses mots, sa lucidité continuent de résonner. Il n'était pas un humoriste comme les autres, il était un poète du réel, un funambule entre les cultures, un frère d'âme pour ceux qui se sentent parfois étrangers dans leur propre pays. Il aurait pu rester dans les marges, il a choisi la lumière. Il aurait pu se taire, il a préféré rire. Et grâce à cela, il a transformé le regard que beaucoup portaient sur eux-mêmes et sur les autres. Aujourd'hui, il n'est plus là pour improviser, pour provoquer un éclat de rire suivi d'un silence gêné, pour désamorcer la haine avec une simple réplique. Mais ce qu'il nous laisse est précieux. Une œuvre vibrante, un exemple d'intégrité artistique et l'espoir que d'autres, inspirés par lui, continueront de faire entendre des voix différentes, sincères, libres. Bunheimin est tombé, mais son message, lui, ne tombera jamais.